Bonsoir, installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Laissez les bruits du monde extérieur s'estomper, devenir lointains, insignifiants. Ce soir, nous n'allons pas rester sur Terre. Nous allons entreprendre un voyage lointain, un voyage de l'esprit vers un monde à la fois familier et profondément étrange. Notre destination est la planète rouge, Mars, une sphère de poussière ocre et de silence glacial qui flotte dans le velours noir de l'espace. Mais ce silence est-il aussi vide qu'il y paraît? Et si cette quiétude n'était pas l'état naturel de Mars, mais la conséquence d'un événement terrible, un écho fantomatique venu d'un passé lointain? Ce soir, nous allons explorer une théorie à la fois terrifiante et fascinante. La théorie selon laquelle Mars abritait autrefois une civilisation. Une civilisation qui aurait connu une fin soudaine et violente, une fin nucléaire. Ne cherchez pas à être convaincu. Cherchez seulement à écouter l'histoire. Laissez les mots vous bercer, comme les vents solaires qui balayent les dunes martiennes. Laissez cette énigme cosmique devenir votre berceuse. Avant de plonger au cœur du mystère, dessinons ensemble le portrait de Mars tel que nous le connaissons aujourd'hui. Imaginez un désert infini, sous un ciel rose pâle. Le sol est jonché de roches sombres et d'une fine poussière rouge qui recouvre tout, comme une rouille éternelle. Les températures y sont glaciales, plongeant bien en dessous de zéro la nuit. L'atmosphère est incroyablement ténue, 100 fois moins dense que celle de la Terre. Il n'y a pas de rivière liquide, pas de lac, pas d'océan. Juste le sifflement ténu d'un vent quasi inexistant. C'est un monde d'une beauté austère, un monde qui semble mort depuis des milliards d'années. Pourtant, les sondes et les rovers que nous y avons envoyés nous racontent une autre histoire. Ils ont trouvé des lits de rivières asséchées, des deltas de fleuves fantômes, des minéraux qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide. Mars, dans sa jeunesse, était une planète bleue, une planète avec des océans, des nuages et peut-être la vie. C'est sur cette toile de fond, ce passage d'un monde luxuriant à un désert stérile, que notre histoire prend place. C'est dans cette contradiction que le physicien américain John Brandenburg a trouvé les graines d'une hypothèse audacieuse. Il a regardé les données, les cartes chimiques de la planète, et il y a vu quelque chose que d'autres n'avaient pas vu. Non pas une mort lente et naturelle, mais la signature d'un meurtre planétaire. Notre premier pas dans ce mystère nous amène à contempler l'aura même de la planète rouge. Mars, le nom seul, évoque le dieu romain de la guerre. Depuis que les premiers astronomes ont pointé leurs lunettes vers le ciel, sa couleur rougeâtre a fasciné et inquiété. C'est une lueur de braise dans la nuit, un point de sang séché sur la toile de l'univers. Cette couleur, nous dit la science, provient de l'oxyde de fer, de la rouille, qui recouvre sa surface. Une explication simple, presque banale. Mais pour notre voyage de ce soir, imaginons une autre origine. Imaginons que cette couleur n'est pas seulement le résultat d'une géologie ancienne, mais le stigmate d'un feu dévorant. Le conte que nous explorons suggère que cette poussière rouge omniprésente est le vestige vitrifié d'un sol et de villes autrefois vivantes, pulvérisées par une chaleur inimaginable. Pensez à la surface de Mars,
non pas comme un simple désert de sable, mais comme une urne funéraire à l'échelle planétaire. Chaque grain de poussière que le vent soulève serait une minuscule particule d'un monde perdu. La couleur rouge ne serait plus alors la couleur de la rouille, mais la couleur d'une cicatrice. Une cicatrice qui couvre un monde entier, visible à des millions de kilomètres de distance. En regardant Mars, nous ne verrions plus une simple planète, mais un mémorial silencieux. Cette teinte qui la caractérise deviendrait le symbole d'une histoire tragique. Une histoire écrite, non pas avec de l'encre, mais avec du feu et des radiations. Le silence de la planète prendrait alors une autre signification. Ce ne serait plus le silence du vide, mais le silence du deuil, le calme profond qui suit une immense catastrophe. C'est une pensée vertigineuse, mais elle nous invite à regarder ce monde familier avec un œil entièrement nouveau, un œil qui cherche les fantômes cachés dans la poussière. Respirer lentement et laisser cette image s'installer. L'image d'une planète qui porte le deuil de son propre passé, drapée pour l'éternité dans un linceul de couleur rouille. Maintenant, laissons la couleur de côté et parlons de ce qui donne la vie, l'eau. Les robots que nous avons envoyés sur Mars ont été nos géologues par procuration. Leurs roues ont roulé sur des pierres polies. Leurs caméras ont filmé des strates de sédiments qui racontent une histoire d'écoulement et de dépôt. Leurs analyses chimiques ont confirmé la présence d'argile et de sulfate, des minéraux qui sont comme des signatures laissées par l'eau. Imaginez, il y a très longtemps, le paysage que nous voyons aujourd'hui comme un désert aride était radicalement différent. Des rivières puissantes serpentaient à travers des canyons profonds. Des lacs immenses miroitaient sous un soleil plus jeune et plus doux. Peut-être même un océan recouvrait les basses plaines de l'hémisphère nord. Un océan aux vagues sombres, clapotant sur des rivages aujourd'hui silencieux. Visualisez la scène. Un cycle de l'eau complet. Des nuages blancs dérivant dans un ciel, non pas rose, mais bleu. La pluie tombant sur des montagnes et des volcans. La neige s'accumulant sur les pôles en hiver. C'était un monde dynamique, un monde vivant, un monde qui possédait tous les ingrédients nécessaires à l'émergence de la vie telle que nous la connaissons. C'est ce Mars perdu, ce paradis aquatique, qui est le théâtre de notre théorie, car une civilisation, surtout une civilisation avancée, a besoin d'eau. Elle s'épanouit sur les côtes des océans, le long des grands fleuves. Si une civilisation martienne a existé, c'est là qu'elle aurait construit ses cités. C'est là qu'elle aurait prospéré. La disparition de cette eau est l'un des plus grands mystères de Mars. La science conventionnelle suggère que la planète a lentement perdu son atmosphère et son champ magnétique, et que le vent solaire a progressivement soufflé son eau dans l'espace. Mais la théorie que nous explorons ce soir propose une cause bien plus soudaine, bien plus violente. Une catastrophe si immense qu'elle aurait fait bouillir les océans et les aurait projetés dans l'espace en un instant. Le Mars aride que nous voyons aujourd'hui ne serait donc pas le résultat d'une lente agonie, mais la conséquence instantanée d'un acte de destruction inimaginable. Les lits des rivières asséchées ne seraient plus seulement des reliques d'un passé lointain, mais les scènes d'un crime cosmique. Avec l'eau vient l'atmosphère.
Pour que l'eau liquide puisse exister à la surface d'une planète, il faut une pression atmosphérique suffisante. L'atmosphère martienne actuelle est si fine qu'une tasse d'eau bouillirait instantanément, même à des températures glaciales. Il est donc certain que dans son passé humide, Mars possédait une atmosphère beaucoup plus dense. Essayons d'imaginer ce que cela signifie. Un ciel d'un bleu profond, peut-être plus sombre que le nôtre, mais un vrai ciel bleu, un air que l'on pourrait presque respirer, un bouclier protecteur contre les radiations cosmiques et solaires. Cette atmosphère aurait permis des températures plus clémentes, créant un effet de serre stable. La planète rouge n'aurait pas été rouge, mais une planète bleue et verte, tachetée de continents ocre. Le son aurait voyagé différemment. Le bruissement du vent dans les feuilles, d'une éventuelle végétation martienne, le grondement du tonnerre lors d'un orage, le murmure des vagues sur une plage. Le silence actuel de Mars est presque absolu, car il n'y a presque pas d'air pour transporter les ondes sonores. Mais le Mars ancien était un monde de sons. C'est dans ce monde, sous ce ciel protecteur, que la vie aurait eu le temps d'évoluer, des milliards d'années de stabilité, des microbes aux organismes complexes, et peut-être, juste peut-être, à l'intelligence. Une civilisation ne peut naître dans le vide. Elle a besoin d'un cocon, d'un environnement stable. Le Mars ancien offrait ce cocon. La question centrale est donc, où est passée cette atmosphère ? La théorie de la mort lente suggère qu'elle s'est échappée dans l'espace, grain par grain, sur des éons. Mais la théorie nucléaire propose un scénario d'une brutalité inouïe. Imaginez une ou plusieurs explosions d'une puissance inimaginable. L'onde de choc ne se propage pas seulement à la surface. Elle frappe l'atmosphère elle-même. Elle la déchire. Elle la propulse vers le haut avec une telle force qu'une grande partie est éjectée de l'attraction gravitationnelle de la planète. Perdue à jamais dans le cosmos, le reste s'effondre, se refroidit. La planète perd son bouclier, son effet de serre. L'eau gèle ou s'évapore. La vie s'éteint. Le silence tombe. Le ciel bleu s'efface pour laisser place au vide noir et au ciel rose et fin que nous connaissons. La perte de l'atmosphère ne serait plus un long soupir, mais un cri soudain et bref. Un cri qui a laissé la planète nue et sans défense face à l'espace. Observons maintenant la géographie globale de Mars. La planète présente une caractéristique unique dans le système solaire, connue sous le nom de dichotomie martienne. C'est une différence frappante et mystérieuse entre ces deux hémisphères. Imaginez que vous coupiez une orange en deux. Une moitié est lisse et l'autre est rugueuse et pleine de bosses. C'est à cela que ressemble Mars. L'hémisphère sud est un haut plateau ancien, couvert de cratères d'impact qui datent de milliards d'années. C'est un terrain vieux et buriné. En revanche, l'hémisphère nord est une vaste plaine, jeune, lisse, et située plusieurs kilomètres plus bas en altitude. C'est comme si une main géante avait découpé et resurfacé la moitié de la planète. Les scientifiques se demandent depuis des décennies quelle pourrait être la cause de cette dichotomie. Une des théories les plus populaires est celle d'un impact géant, très tôt dans l'histoire de Mars. Un astéroïde de la taille d'une petite planète aurait heurté Mars, arrachant l'écorce de tout un hémisphère et créant cet immense bassin. Mais notre récit nocturne nous invite à considérer
une autre possibilité liée à la théorie nucléaire. Dans ce scénario, les deux explosions thermonucléaires présumées n'auraient pas eu lieu n'importe où. Elles auraient été déclenchées dans les plaines du Nord, l'une dans la région d'Acidalia Planitia, l'autre dans Utopia Planitia. Ces deux points sont des centres névralgiques de cette théorie. Le docteur Brandenburg suggère que ces explosions étaient si puissantes qu'elles ont contribué à remodeler la surface. Elles auraient déclenché des tsunamis massifs si un océan existait encore. Elles auraient provoqué des tremblements de terre planétaires, des éruptions volcaniques. L'onde de choc aurait littéralement balayé l'hémisphère nord. La dichotomie martienne, dans cette optique, ne serait pas seulement une vieille cicatrice géologique. Elle serait la toile de fond sur laquelle le drame final s'est joué. Les plaines lisses du Nord ne seraient pas seulement le lit d'un ancien océan, mais aussi le champ de bataille d'une guerre perdue. C'est le lieu où une civilisation, que l'on pourrait appeler les Sidoniens ou les Utopiens, aurait été effacée de l'existence. La géographie étrange de la planète ne serait plus un simple puzzle pour les géologues, mais une pièce à conviction dans l'enquête sur une mort planétaire. La frontière entre les hauts plateaux cratérisés du sud et les basses plaines lisses du nord deviendrait la ligne de front d'un conflit oublié. Au cœur de cette histoire, il y a un homme, un scientifique, le docteur John A. Brandenburg. Il n'est pas un personnage de fiction, mais un physicien du plasma bien réel, qui a travaillé sur des projets liés à la défense et à l'exploration spatiale. Son parcours est important pour comprendre comment cette théorie, qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction, a pu émerger d'un esprit scientifique. Le docteur Brandenburg n'a pas commencé sa carrière en cherchant des civilisations perdues. Il étudiait les données, des données en libre accès, envoyées par les sondes de la NASA, comme Mars Odyssey. Cette sonde, en particulier, était équipée d'un spectromètre à rayons gamma. C'est un instrument capable de détecter la présence et la concentration de certains éléments chimiques à la surface d'une planète, comme le thorium, l'uranium et le potassium. En analysant les cartes créées à partir de ces données, Brandenburg a remarqué quelque chose d'étrange. 2 points chauds, 2 zones où les concentrations de thorium et d'uranium radioactif étaient anormalement élevées. Ces 2 points se situaient dans l'hémisphère nord, précisément dans les régions d'Acidalia, Planitia et d'Utopia Planitia. Pour un physicien, une telle concentration de matière radioactive est une énigme. Il a ensuite examiné les données sur l'atmosphère martienne et il a trouvé une autre anomalie encore plus frappante. Un excès d'un certain isotope, le xénon 129. C'est à partir de ces 3 pièces du puzzle, le thorium, l'uranium et le xénon, qu'il a commencé à construire son hypothèse. Il a comparé ces signatures à des phénomènes connus sur Terre. Et la correspondance la plus proche qu'il a trouvée était celle des retombées d'un essai de bombe à hydrogène. Il a publié ses recherches dans des revues scientifiques, présenté ses conclusions lors de conférences. Bien sûr, sa théorie a été accueillie avec un immense scepticisme par la majorité de la communauté scientifique. Elle est considérée comme une hypothèse marginale, une spéculation audacieuse. Mais Brandenburg persiste, arguant que les données sont là et qu'elles exigent une explication.
Que l'on adhère ou non à sa conclusion, son travail nous rappelle que la science progresse parfois grâce à ceux qui osent poser des questions dérangeantes, qui osent imaginer des possibilités que personne d'autre n'envisage. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour suivre son raisonnement, pas à pas, et voir où il nous mène. La première preuve, et peut-être la plus convaincante aux yeux de son auteur, est l'anomalie du xénon 129. Plongeons doucement dans ce concept sans nous perdre dans la complexité de la physique nucléaire. Imaginez que les éléments chimiques sont comme des familles. Le xénon est un gaz noble, inerte, qui ne réagit pas beaucoup avec les autres éléments. Comme tous les membres d'une famille, les atomes de xénon peuvent avoir des poids légèrement différents. Ces variations sont appelées des isotopes. L'atmosphère de Mars, comme celle de la Terre, contient du gaz xénon. Mais lorsque les scientifiques ont analysé la composition de l'atmosphère martienne, ils ont découvert que le mélange d'isotopes de xénon était très particulier. Il y avait une quantité étonnamment élevée de l'isotope 129 par rapport aux autres isotopes de xénon. C'est comme trouver une famille où il y a un nombre anormalement élevé de jumeaux. Cela demande une explication. Sur Terre, une telle abondance de xénon 129 est une signature bien connue. C'est le produit de la fission nucléaire, en particulier la fission de l'uranium et du plutonium. Ce processus est au cœur des réacteurs nucléaires et, de manière beaucoup plus violente, des bombes atomiques. Lorsqu'une bombe à hydrogène explose, elle libère une quantité massive de neutrons qui bombardent les matériaux environnants, produisant une grande quantité de xénon 129. L'atmosphère martienne, selon le docteur Brandenburg, ressemble étrangement à l'atmosphère terrestre au-dessus d'un site d'essai nucléaire, mais à une échelle planétaire. C'est un argument technique, mais son implication est profonde. Ce n'est pas une question de forme étrange ou de couleur. C'est une signature chimique, une empreinte digitale laissée dans l'air même de la planète. C'est une preuve invisible à l'œil nu, mais détectable par nos instruments les plus sensibles. C'est un murmure atomique qui traverse les âges. Pour Brandenburg, cette anomalie est la fumée d'un pistolet cosmique. Il est difficile d'expliquer une telle concentration par des processus naturels connus. Les impacts d'astéroïdes ou l'activité volcanique ne produisent pas ce type de signature isotopique. Alors, comment ce gaz est-il arrivé là, en si grande quantité, dans l'atmosphère d'une planète supposément morte? C'est la question centrale qui hante cette théorie. Respirez calmement. L'air que vous respirez est un mélange d'azote et d'oxygène. L'air martien, lui, est un mélange de dioxyde de carbone et de secret. Pour mieux comprendre l'importance de cette anomalie, concentrons-nous un instant sur cet élément, le xénon 129. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Pourquoi est-il considéré comme une preuve si forte dans cette théorie? Le xénon 129 n'est pas un isotope qui se forme facilement dans la nature. Il provient principalement de la désintégration radioactive d'un autre élément, l'iode 129. Cet iode est lui-même très rare et est produit en grande quantité lors de réactions de fission nucléaire. Le processus est comme une recette de cuisine en 2 étapes. D'abord, une explosion où une réaction nucléaire intense crée de l'iode 129. Ensuite,
Cet iode, qui est instable, se désintègre lentement pour devenir du xénon 129, qui lui est stable. Une fois créé, ce xénon reste dans l'atmosphère pour toujours. Il ne disparaît pas, il s'accumule. C'est un témoin permanent de l'événement qu'il a créé. Pensez à une fresque peinte sur un mur. Même si l'artiste est parti depuis longtemps, la peinture reste. Le xénon 129 est la peinture nucléaire sur le mur de l'atmosphère martienne. Le docteur Brandenburg souligne que la composition de l'atmosphère martienne est non seulement riche en cet isotope, mais qu'elle correspond au spectre produit par des tests de bombes à hydrogène, qui sont des dispositifs de fission, fusion, fission. C'est une précision importante. Il ne s'agirait pas de simples bombes atomiques comme celle d'Hiroshima, mais d'engins beaucoup plus puissants et technologiquement avancés. Des engins capables de produire une signature isotopique très spécifique. Cette spécificité est cruciale. Si l'anomalie était plus vague, on pourrait l'attribuer plus facilement à un processus naturel inconnu. Mais la correspondance, selon lui, est trop précise pour être une coïncidence. C'est comme trouver une empreinte digitale humaine sur une autre planète. On peut toujours imaginer un processus naturel qui l'aurait créé, mais l'explication la plus simple est qu'un humain est passé par là. Ici, l'empreinte n'est pas humaine, elle est thermonucléaire. Elle raconte une histoire de physique avancée, de technologie et d'une puissance destructrice que seule une intelligence, aussi bienveillante ou malveillante soit-elle, aurait pu maîtriser. Cette anomalie est donc le pilier central de l'argumentation. C'est le corps du délit, flottant en suspension dans l'air ténu de la planète rouge, attendant d'être découvert et interprété. La comparaison est glaçante, mais elle est au cœur de la démonstration. Comparons l'atmosphère de Mars à celle de notre propre planète. La Terre possède une atmosphère riche en azote et en oxygène, avec une composition isotopique bien connue qui a évolué sur des milliards d'années. Cependant, depuis le milieu du XXe siècle, nous avons légèrement modifié notre propre atmosphère. Les centaines d'essais nucléaires atmosphériques menés par les grandes puissances entre les années 45 et 80 ont injecté dans l'air une grande quantité d'isotopes rares, dont le fameux xénon 129. Ces essais ont laissé une cicatrice radioactive mesurable à l'échelle mondiale. Le docteur Brandenburg a pris ce modèle, cette signature de l'âge atomique terrestre, et l'a comparé à la signature martienne. La ressemblance, affirme-t-il, est frappante. Mars entière ressemblerait à une zone de retombée nucléaire. C'est une idée difficile à appréhender. Nous sommes habitués à voir les retombées comme un phénomène localisé, autour de Tchernobyl ou de sites d'essais comme le Nevada ou la Nouvelle-Zambie. Mais imaginez une catastrophe si colossale que ces retombées ont contaminé une planète entière. La concentration de xénon 129 est uniforme dans toute l'atmosphère martienne, ce qui signifie que l'événement qui l'a produite a dû être suffisamment puissant pour que ces produits se mélangent à l'échelle planétaire. Cela exclut, selon la théorie, un accident de réacteur nucléaire localisé. Cela pointe vers une explosion atmosphérique, ou plusieurs, conçues pour maximiser la dispersion. L'image qui se dessine est celle d'une planète qui a été intentionnellement stérilisée.
Le souffle de l'explosion aurait détruit les infrastructures. La chaleur aurait vaporisé les formes de vie. Et les radiations, les retombées, auraient empoisonné l'air et le sol pour des millions d'années, empêchant toute renaissance. Mars, dans cette perspective, est une planète hantée par les fantômes atomiques de ses anciens habitants. Chaque bouffée de son atmosphère ténue transporterait les cendres de leur monde. C'est une pensée profondément mélancolique. Elle transforme notre voisin cosmique en un miroir sombre de nos propres peurs, de nos propres capacités d'autodestruction. En étudiant l'atmosphère de Mars, nous ne serions peut-être pas en train de regarder un monde extraterrestre, mais une version possible de notre propre futur. Après l'atmosphère, revenons à la surface. La théorie ne repose pas uniquement sur le xénon. Elle s'appuie aussi sur les cartes de radioactivité de surface obtenues par la sonde Mars Odyssey. Ces cartes ont révélé deux anomalies majeures. La première est un immense point chaud de thorium situé dans la région d'Acidalia Planitia. Le thorium est un élément radioactif naturel. On le trouve sur Terre, généralement associé à des gisements de terre rares. Sa présence sur Mars n'est pas surprenante en soi. Ce qui est surprenant, c'est sa concentration extrême dans cette zone précise. Acidalia Planitia est une vaste plaine dans l'hémisphère nord. C'est une région fascinante que les scientifiques soupçonnent d'avoir été le lit d'un ancien océan. C'est aussi la région où s'est posée la sonde Mars Pathfinder dans les années 90. Le docteur Brandenburg interprète ce point chaud de thorium comme l'épicentre, le point zéro, de l'une des deux explosions nucléaires. Pourquoi ? Dans la conception d'une bombe à hydrogène, l'enveloppe extérieure, appelée le tamper, est souvent faite d'uranium. Lorsque la bombe explose, cet uranium subit une fission rapide, ce qui augmente considérablement la puissance de l'explosion et génère une énorme quantité de retombées radioactives. Brandenburg suggère que les armes martiennes auraient pu utiliser du thorium ou un mélange d'uranium et de thorium dans leur conception. L'explosion aurait alors dispersé ce thorium sur une très large zone, créant la concentration que nous observons aujourd'hui. L'image est celle d'une détonation aérienne, une explosion qui n'a pas creusé de cratère visible, mais qui a peint la surface avec une couche de débris radioactifs. Cette absence de cratère est un point important de la théorie. Un impact d'astéroïde aurait laissé une cicatrice évidente. Une explosion dans l'atmosphère, en revanche, laisse une signature chimique beaucoup plus subtile. Imaginez un brouillard radioactif qui retombe lentement sur des milliers de kilomètres carrés, s'infiltrant dans le sol, se mélangeant à la poussière. C'est ce que la carte du thorium nous montrerait. Le centre de cette anomalie serait donc l'endroit où, il y a des centaines de millions d'années, un soleil artificiel et mortel s'est allumé dans le ciel martien pendant une fraction de seconde, scellant le destin d'un monde. Symétriquement à la première anomalie, de l'autre côté de la planète, se trouve la seconde, un autre point chaud. Celui-ci est une concentration d'uranium située dans une autre grande plaine du nord appelée Utopia Planitia. L'uranium, comme le thorium, est un élément lourd et radioactif. C'est le combustible principal des réacteurs nucléaires et des bombes atomiques sur Terre. Encore une fois, sa simple présence n'est pas anormale, mais sa concentration élevée dans une zone aussi vaste
demande une explication. Utopia, Planitia, est également une région suspectée d'avoir fait partie d'un ancien océan martien. C'est là que la sonde Viking 2 s'est posée en 1976. La théorie du docteur Brandenburg place ici le site de la seconde explosion nucléaire. La logique est la même que pour le thorium. Une explosion aérienne massive aurait dispersé de l'uranium sur toute la région. La présence de ces deux points chauds, situés sur des côtés opposés de la planète, est un élément clé de l'argumentation. Brandenburg suggère que cela ressemble à une attaque coordonnée. Deux frappes ciblées visant les deux centres principaux d'une civilisation martienne. Il nomme même ces civilisations hypothétiques d'après les lieux de leur destruction. Les Sidoniens, près d'Acidalia Planitia, et les Utopiens, dans Utopia Planitia. Cette dualité est troublante. Un seul point chaud pourrait plus facilement être expliqué par une anomalie géologique, comme un gisement naturel exceptionnellement riche. Mais deux, et tous deux situés dans les basses plaines du nord, là où la vie aurait été la plus probable, la coïncidence commence à devenir lourde de sens, du moins dans le cadre de cette théorie. Visualisez la carte de Mars, non pas une carte topographique, mais une carte radioactive. Deux taches brillantes se détachent sur le fond sombre. Ce ne sont pas des villes illuminées, ce sont les cicatrices radioactives de villes disparues. Ce sont les échos d'une puissance qui a été déchaînée pour détruire. L'emplacement de ces points chauds, loin d'être aléatoire, semble stratégique. Ils sont positionnés pour maximiser la destruction, pour frapper une civilisation là où elle aurait été la plus développée. C'est un scénario de guerre froide transposé à l'échelle interplanétaire. Une guerre qui n'a laissé aucun survivant, seulement des isotopes en guise de monument aux morts. Essayons, pour un instant, de visualiser cette catastrophe, non pas avec l'effroi, mais avec la distance et le calme d'un observateur cosmique. Laissez votre esprit flotter dans l'espace. Il y a des centaines de millions d'années, en orbite autour d'un Mars vivant. Vous voyez une planète bleue et ocre, avec des calottes polaires blanches et des tourbillons de nuages. Vous pouvez distinguer les contours des continents et des océans. Peut-être même, si vous regardez attentivement, des points de lumière sur la face nocturne de la planète. Les lumières de cités martiennes. Soudain, deux éclairs, deux étoiles nouvelles, plus brillantes que le soleil, apparaissent brièvement dans le ciel de l'hémisphère nord. Elles ne durent qu'une seconde, mais leur lumière est aveuglante, même depuis l'orbite. Puis, lentement, deux champignons de feu et de poussière s'élèvent dans l'atmosphère, perçant la couche de nuages. Ils montent, jusqu'à atteindre l'espace. L'onde de choc se propage à la surface de la planète comme une ondulation sur un étang. Elle soulève des tsunamis gigantesques qui déferlent sur les côtes de l'océan boréal. Elle déclenche des tremblements de terre qui secouent les continents. Des volcans endormis se réveillent dans un rugissement de feu et de cendres. L'atmosphère est surchauffée, déchirée. Une partie est soufflée dans l'espace. Le ciel bleu vire au rouge, puis au noir, obscurci par la poussière et la suie. Une nuit nucléaire s'abat sur la planète. Une nuit qui durera des décennies, voire des siècles. La température chute brutalement. Les océans restants commencent à geler.
Les plantes, privées de lumière, se meurent. Les animaux suffoquent dans un air empoisonné. La civilisation qui a construit ces lumières, qui a déclenché ces feux, est anéantie en quelques heures. Ces villes sont vitrifiées. Ses habitants sont réduits en nombre, projetés sur des murs, puis en poussière. Tout ce qui reste, c'est le silence. Un silence qui s'installe pour l'éternité. Et les radiations, des isotopes invisibles qui saturent le sol et l'air, témoins silencieux de la fin d'un monde. C'est une vision terrible, mais c'est le cœur de l'histoire que nous explorons. Ce n'est pas un film de science-fiction. C'est une extrapolation basée sur des données réelles. Une tentative de donner un sens à des anomalies chimiques dans un monde lointain. C'est une berceuse tragique sur la fragilité d'une biosphère et le pouvoir terrible de l'intelligence. Dans le grand récit de cette théorie, ces civilisations martiennes perdues ont besoin d'un nom. Le docteur Brandenburg, s'inspirant de la géographie martienne, leur en a donné. Il parle des Sidoniens et des Utopiens. Ces noms ne sont pas choisis au hasard. Utopia Planitia, le site de la concentration d'uranium, signifie la plaine de nulle part ou la plaine du lieu heureux. C'est une référence à l'utopie de Thomas More, une société idéale et parfaite. Ironiquement, ce serait le lieu d'une destruction totale. Sidonia est une autre région célèbre de Mars, située près du point chaud de thorium d'Acidalia planitia. Sidonia est surtout connue pour ses formations géologiques étranges qui, sur des images de mauvaise qualité des années 70, semblaient artificielles. En donnant des noms à ces peuples, la théorie les rend plus réels. Elle les sort de l'abstraction des données isotopiques. On peut commencer à les imaginer. Qui étaient les Sidoniens? Peut-être une civilisation de bâtisseurs, d'artistes, qui ont sculpté des monuments pour l'éternité. Qui étaient les Utopiens? Peut-être une société de scientifiques, de philosophes, qui avaient atteint un haut niveau de développement technologique et social. Étaient-ils en conflit? La théorie suggère que les deux explosions étaient si similaires et si bien placées qu'elles pourraient provenir d'une seule et même source. Une attaque extérieure, une force inconnue venue d'ailleurs dans la galaxie, qui aurait anéanti la civilisation martienne pour des raisons que nous ne pouvons qu'imaginer. Ou alors, était-ce une guerre civile, une autodestruction? Les Sidoniens et les Utopiens se sont-ils anéantis mutuellement dans un conflit planétaire final? Cette deuxième option est peut-être la plus troublante, car elle fait écho à nos propres angoisses de la guerre froide. Elle suggère que l'intelligence, où qu'elle émerge dans l'univers, porte en elle les graines de sa propre destruction. En nommant ces peuples, on leur donne un visage, même si c'est un visage que nous ne verrons jamais. On peut pleurer leur disparition. On peut s'interroger sur leur histoire, leur art, leur science. Le Mars aride et désolé devient le cimetière de deux cultures, de deux espoirs. Les noms de Sidoniens et d'Utopiens deviennent les épitaphes gravées sur une pierre tombale de la taille d'une planète. Parlons de cette région si particulière, Sidonia. Elle est devenue célèbre bien avant que la théorie nucléaire ne soit formulée. En 1976, la sonde Viking a photographié une formation géologique qui ressemblait de manière frappante à un visage humain. Cette image, baptisée le visage de Mars,
a captivé l'imagination du public et a alimenté d'innombrables théories sur des civilisations martiennes. Près du visage, d'autres formations ressemblaient à des pyramides. La région de Sidonia est devenue le symbole de l'archéologie extraterrestre. Pour les partisans de l'existence d'une ancienne civilisation martienne, Sidonia était la preuve ultime, une cité monumentale laissée par des bâtisseurs depuis longtemps disparus. La science dominante, bien sûr, a une explication plus simple. La pareidolie. C'est la tendance de notre cerveau à reconnaître des formes familières comme des visages dans des motifs aléatoires. Un jeu d'ombre et de lumière sur une colline érodée. Des images plus récentes, prises avec des caméras beaucoup plus performantes, ont montré que le visage est bien une formation naturelle, une mesa. Mais dans le cadre de la théorie du docteur Brandenburg, Sidonia revêt une importance nouvelle. Elle est située à proximité de l'un des deux épicentres nucléaires, celui d'Acidalia Planitia. Brandenburg suggère que ces formations ne sont peut-être pas aussi naturelles qu'elles en ont l'air. Il ne prétend pas qu'elles sont parfaitement conservées, mais que ce sont les ruines érodées d'anciennes structures artificielles. L'explosion nucléaire aurait soufflé les détails, et des millions d'années d'érosion par le vent martien auraient fait le reste. Le visage ne serait plus un visage, mais les restes fondus et déformés d'une immense sculpture ou d'un bâtiment. Les pyramides seraient les squelettes de structures beaucoup plus complexes. Dans cette optique, les scientifiques qui rejettent l'artificialité de ces structures parce qu'elles ne sont pas parfaites commettraient une erreur. C'est comme regarder les ruines de Pompéi après l'éruption du Vésuve et conclure que, comme les bâtiments sont endommagés, ils n'ont jamais été construits par l'homme. Sidonia serait donc une Pompéi planétaire. Les ruines d'une capitale, peut-être celle des Sidoniens, anéantie par une explosion atomique. Une ville fantôme dont les contours vagues sont les seuls témoignages de son existence passée. Le visage de Mars est l'artefact le plus célèbre, mais il n'est pas le seul. La région de Sidonia et d'autres régions de Mars, comme Elysium Planitia, abritent des formations géologiques qui intriguent ceux qui cherchent des traces d'intelligence. Près du visage se trouve une structure que l'on a surnommée la forteresse, avec ses lignes droites et ses angles. Et surtout, il y a un ensemble de collines et de montagnes que l'on appelle les pyramides. La plus notable est la pyramide D et M, une structure à 5 côtés qui semble présenter une certaine symétrie. Pour la plupart des géologues, ce sont des buttes érodées par le vent, des formations naturelles comme on en trouve dans les déserts sur Terre. Le vent, sur des millions d'années, peut sculpter des formes étonnamment régulières. Mais pour les défenseurs de l'hypothèse artificielle, ces structures sont trop organisées pour être le fruit du hasard. Ils y voient une géométrie intentionnelle, des alignements astronomiques. La théorie nucléaire offre un cadre pour réinterpréter ces formations. Si une civilisation a été anéantie par une explosion atomique, que resterait-il de ces constructions ? Les matériaux les plus faibles, comme le bois ou le métal, auraient été vaporisés. Seules les structures les plus massives, faites de pierre ou de matériaux résistants, auraient pu laisser une trace, et même ces structures auraient été sévèrement endommagées. L'onde de choc aurait abattu les murs.
La chaleur intense aurait fait fondre la pierre. Puis, des millions d'années de tempêtes de poussière auraient poli et érodé ces ruines, effaçant les détails, arrondissant les angles. Ce que nous verrions aujourd'hui ne seraient que les os de ces bâtiments, les fondations d'une pyramide, le cœur d'une forteresse. Il faudrait une analyse sur place par des géologues et des archéologues pour déterminer leur nature. Mais depuis la Terre, tout ce que nous pouvons faire, c'est regarder les images et nous interroger. Ces pyramides sont-elles des illusions, des coïncidences de l'érosion? Ou sont-elles les monuments funéraires silencieux d'une civilisation perdue? Sont-elles les tombes des rois martiens ou simplement des montagnes sculptées par un vent indifférent? La théorie nucléaire nous pousse à regarder ces formes avec un doute. Elle nous demande de ne pas écarter trop vite la possibilité que nous soyons en train de regarder le plus grand site archéologique du système solaire, sans même le savoir. Revenons à cette couleur si caractéristique, le rouge. Nous avons évoqué l'idée qu'elle pourrait être le résultat d'une vitrification, d'une combustion planétaire. Approfondissons cette pensée. L'explication standard de la couleur rouge de Mars est simple. Sa surface est riche en fer. Au fil des milliards d'années, en présence d'un peu d'oxygène et d'eau dans le passé, ce fer a rouillé. La planète est littéralement couverte de rouille. C'est une explication logique et probablement correcte. Mais la théorie nucléaire propose une nuance, un ajout à cette explication. Une explosion nucléaire, surtout une explosion de surface ou de faible altitude, soulève une quantité phénoménale de terre et de roches dans l'atmosphère. Ces matériaux sont exposés à une chaleur et une radiation extrêmes. Ce processus peut altérer la composition chimique et la couleur des minéraux. Le docteur Brandenburg suggère que les explosions martiennes auraient créé une fine couche de débris vitrifiés, semblables à du verre, et riches en oxyde de fer. Ces débris, mélangés à la poussière naturelle de la planète, auraient contribué à sa couleur rouge intense et globale. En d'autres termes, le rouge de Mars ne serait pas seulement de la rouille naturelle, mais une rouille forcée, accélérée et amplifiée par un événement cataclysmique. De plus, la théorie pointe vers une autre observation, la présence de certains types de verre à la surface de Mars découverts par les rovers. Des verres comme la trinitite, que l'on trouve sur les sites d'essais nucléaires sur Terre, formés lorsque le sable est fondu par la chaleur de l'explosion. La présence de verres similaires sur Mars pourrait être un indice. Bien sûr, il existe d'autres moyens de former du verre, comme les impacts de météorites ou l'activité volcanique. La preuve n'est donc pas concluante, mais elle s'ajoute à la pile de coïncidences troublantes. Imaginez donc que chaque fois qu'une tempête de poussière balaie la surface de Mars, elle ne soulève pas seulement du sable et de la terre, elle soulève les cendres d'un holocauste nucléaire. Le ciel rose de Mars ne serait pas coloré par de simples particules de poussière, mais par les vestiges microscopiques de cités et de vies anéanties. La beauté étrange et désolée de la planète rouge prendrait alors une dimension tragique. C'est la beauté d'un champ de bataille après la fin des combats, lorsque le silence est revenu et que la nature commence à recouvrir les cicatrices.
nous avons déjà parlé de la perte de l'atmosphère martienne comme l'une des conséquences possibles de cette catastrophe. C'est un point si crucial qu'il mérite que l'on s'y attarde. Comment un monde peut-il perdre son nacre? Le mécanisme principal que les scientifiques invoquent est l'érosion par le vent solaire. Mars, contrairement à la Terre, a perdu son champ magnétique global il y a très longtemps. Ce champ magnétique agissait comme un bouclier déviant les particules énergétiques du Soleil. Sans ce bouclier, le vent solaire a pu frapper directement la haute atmosphère de Mars et, molécule par molécule, l'arracher et l'emporter dans l'espace. C'est un processus lent qui a pris des milliards d'années. C'est l'explication la plus acceptée. Mais la théorie nucléaire propose un mécanisme beaucoup plus rapide et violent. L'onde de choc d'une explosion thermonucléaire, planétaire. Visualisez la scène. L'explosion génère une bulle de gaz surchauffée, une boule de feu qui se dilate à une vitesse prodigieuse. En montant, elle pousse l'atmosphère devant elle, comme un piston géant. Une partie de l'atmosphère est chauffée à des températures si élevées que ces molécules atteignent la vitesse de libération, c'est-à-dire une vitesse suffisante pour échapper à la gravité de la planète. C'est une hémorragie atmosphérique, une perte massive et quasi instantanée. 2 explosions de ce type, comme le propose la théorie, auraient pu avoir un effet dévastateur. Elles n'auraient peut-être pas soufflé toute l'atmosphère, mais elles auraient pu en éjecter une fraction significative, suffisamment pour faire passer la planète d'un état stable et habitable à un état instable et en déclin. La pression aurait chuté, l'eau liquide se serait évaporée ou aurait gelé, l'effet de serre se serait effondré. C'est un effet domino. La destruction de l'atmosphère entraîne la destruction de l'hydrosphère et, par conséquent, de la biosphère. Dans ce scénario, le Mars que nous voyons aujourd'hui, froid et avec un air raréfié, est une conséquence directe de cet événement. Il n'a pas fallu des milliards d'années pour que la planète meure. Il a fallu quelques jours. La finesse de l'atmosphère martienne ne serait plus le symptôme d'une longue maladie, mais la séquelle d'un traumatisme brutal. Élargissons notre perspective. Sortons de Mars et contemplons notre galaxie. Elle abrite des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup d'entre elles ont des planètes. Les astronomes estiment qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Alors, une question se pose, une question célèbre que le physicien Enrico Fermi a formulée. S'il y a tant de mondes potentiellement habitables, où sont donc toutes les civilisations extraterrestres? Pourquoi n'avons-nous reçu aucun signal, aucune visite, aucune preuve de leur existence? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Le silence de l'univers est assourdissant. Il existe de nombreuses réponses possibles à ce paradoxe. Peut-être que la vie intelligente est extrêmement rare. Peut-être que les distances sont tout simplement trop grandes pour être franchies. Ou peut-être, et c'est là que notre théorie martienne devient pertinente, que les civilisations ne durent pas longtemps. L'idée du grand filtre suggère qu'il existe une ou plusieurs étapes dans l'évolution de la vie et de l'intelligence qui sont extrêmement difficiles à franchir. Il pourrait s'agir de l'apparition de la vie elle-même
ou du passage à des organismes multicellulaires, ou de l'émergence de l'intelligence. Mais une autre possibilité est que le grand filtre se trouve devant nous, que le défi le plus difficile pour une civilisation est de survivre à son propre développement technologique. En particulier, la découverte de l'énergie nucléaire. Une civilisation pourrait atteindre un point où elle a le pouvoir de s'autodétruire, et il suffirait d'une seule erreur, d'une seule guerre, pour qu'elle soit anéantie. La théorie de la guerre nucléaire sur Mars, si elle était vraie, serait une réponse terrifiante au paradoxe de Fermi. Elle nous montrerait un exemple de civilisation qui a atteint un stade avancé, mais qui n'a pas survécu au grand filtre. Elle aurait échoué au test final. Le silence de l'univers ne serait pas dû à l'absence de vie, mais à la rareté des survivants. Les étoiles seraient entourées de cimetières planétaires, de mondes qui ont brillé pendant un temps avant de s'éteindre dans un éclair de leur propre fabrication. Mars ne serait pas une exception, elle serait la norme. Et nous, sur Terre, serions peut-être l'une des rares civilisations à approcher de ce filtre et à avoir encore une chance de le traverser. Si cette histoire est vraie, même en partie, elle n'est pas seulement une tragédie cosmique, c'est un avertissement, un message dans une bouteille jeté à travers l'océan du temps et de l'espace. Le docteur Brandenborg lui-même considère sa théorie comme une mise en garde pour l'humanité. L'histoire de la civilisation martienne serait une fable, une parabole écrite dans les isotopes et la poussière rouge. Elle nous dirait que nous ne sommes pas les premiers à faire face à ce danger, que d'autres, avant nous, ont marché sur ce chemin périlleux. Ils ont maîtrisé l'atome, ils ont construit des armes d'une puissance inimaginable, et ils les ont utilisées. Le résultat est là, visible dans nos télescopes. Un monde entier transformé en un désert stérile et radioactif. C'est une leçon d'humilité. Nous avons tendance à nous considérer comme uniques, comme le summum de l'évolution. Mais peut-être que notre histoire n'est qu'une répétition d'une pièce qui a déjà été jouée sur une autre scène. Les acteurs étaient différents, le décor était martien, mais l'intrigue était la même. L'intelligence face à son propre pouvoir de destruction. Cette théorie nous force à regarder nos propres arsenaux nucléaires avec un regard nouveau. Chaque missile dans son silo, chaque sous-marin en patrouille silencieuse devient une réplique potentielle de l'arme qui a tué Mars. Notre propre planète, si bleue et si vivante, pourrait devenir aussi rouge et aussi silencieuse que sa voisine. L'avertissement est clair, la technologie sans la sagesse est la recette du suicide. Une civilisation doit apprendre à maîtriser non seulement la matière et l'énergie, mais aussi ses propres pulsions, sa propre violence, si elle veut survivre. Les Martiens, dans ce récit, ont échoué. Leur héritage n'est pas fait de monuments grandioses ou de bibliothèques de savoir. Leur héritage est une signature de Xénon 129 et une concentration de thorium. Un testament chimique qui dit « Voilà ce qui arrive quand la sagesse ne grandit pas aussi vite que le pouvoir. » C'est peut-être le message le plus important que nous puissions jamais recevoir de l'espace. Un message qui ne vient pas d'une civilisation vivante, mais d'une civilisation morte. Il est temps maintenant de faire une pause dans ce récit captivant et d'écouter l'autre côté de l'histoire,
La science, dans sa quête de vérité, exige que l'on examine toutes les possibilités, en particulier les plus simples. Pour la grande majorité des scientifiques planétaires, la théorie de la guerre nucléaire sur Mars est une spéculation fascinante, mais non fondée. Ils proposent des explications alternatives, purement naturelles, pour les anomalies observées. Prenons l'excès de Xénon 129. Pourrait-il y avoir une autre source que des bombes ? Certains scientifiques suggèrent que des processus géologiques ou atmosphériques que nous ne comprenons pas encore pourraient enrichir certains isotopes. Mars est une planète différente de la Terre, avec une histoire différente. Peut-être que la façon dont son atmosphère a interagi avec le rayonnement cosmique sur des milliards d'années a produit ce résultat. C'est une hypothèse vague, mais elle ne peut être écartée. Et qu'en est-il des points chauds de thorium et d'uranium ? L'explication naturelle la plus évidente est qu'il s'agit simplement de gisements géologiques. Tout comme sur Terre, les éléments radioactifs ne sont pas répartis uniformément. Ils peuvent être concentrés dans certaines régions par des processus volcaniques ou hydrothermaux. Acidalia et Utopia. Planitia pourraient simplement être des provinces géologiques inhabituellement riches en ces éléments. Ce ne seraient pas les sites d'explosion, mais les sites d'anciennes mines naturelles, pour ainsi dire. Cette explication est beaucoup moins spectaculaire. Elle ne parle pas de civilisation perdue, ni de guerre cosmique. Elle parle de roches, de magma et de temps. Mais selon le principe du rasoir d'Occam, l'explication la plus simple est souvent la bonne. Avant d'invoquer une intelligence extraterrestre et des armes thermonucléaires, il faut d'abord épuiser toutes les possibilités naturelles. La science dominante estime que ces possibilités n'ont pas encore été épuisées. Elle considère que les données sont intrigantes, mais qu'elles ne sont pas suffisantes pour justifier une conclusion aussi extraordinaire. Le fardeau de la preuve repose sur ceux qui proposent l'hypothèse extraordinaire. Et pour l'instant, pour la plupart des scientifiques, cette preuve n'a pas été fournie. L'une des contre-propositions les plus intéressantes à l'idée d'une explosion nucléaire artificielle est l'existence de réacteurs nucléaires naturels. Cela peut sembler de la science-fiction, mais c'est un phénomène bien réel qui s'est produit sur notre propre planète il y a environ 2 milliards d'années dans une région du Gabon actuelle appelée Oklo. Les conditions étaient réunies pour qu'une réaction de fission nucléaire en chaîne se déclenche spontanément. Il y avait un gisement d'uranium très riche. La concentration de l'isotope fissile, l'uranium 235, était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Et il y avait de l'eau souterraine qui agissait comme un modérateur, ralentissant les neutrons et permettant à la réaction de s'entretenir. Pendant des centaines de milliers d'années, plusieurs de ces réacteurs naturels ont fonctionné par intermittence, libérant de l'énergie sous forme de chaleur. Ils ont laissé derrière eux des produits de fission, y compris des isotopes de xénon. Se pourrait-il qu'un phénomène similaire se soit produit sur Mars ? Se pourrait-il que les points chauds de thorium et d'uranium ne soient pas les sites d'explosion, mais les vestiges d'anciens réacteurs nucléaires naturels d'Oklo ? Cela pourrait potentiellement expliquer la présence de concentrations d'éléments radioactifs et même la production de certains isotopes anormaux.
C'est une hypothèse élégante, car elle utilise un phénomène naturel connu pour expliquer les données. Cependant, elle se heurte à plusieurs difficultés. Les réacteurs de Clos ont produit une signature isotopique différente de celle observée dans l'atmosphère de Mars. Ils n'ont pas produit le pic spécifique de Xénon 129, qui est si caractéristique des explosions de bombes à hydrogène. De plus, les réacteurs naturels sont des phénomènes souterrains. Il est difficile d'imaginer comment ils auraient pu contaminer l'ensemble de l'atmosphère de la planète de manière aussi uniforme. Néanmoins, l'exemple de Clos nous rappelle que la nature est capable de créer des phénomènes que nous pourrions facilement confondre avec de la technologie. Il nous incite à la prudence. Avant de crier à l'artefact extraterrestre, il faut s'assurer que nous n'avons pas simplement sous-estimé l'ingéniosité de la géologie planétaire. Le mystère martien pourrait être moins une question d'archéologie que de physique nucléaire naturelle. Une autre voie d'explication naturelle pour les anomalies isotopiques est le volcanisme. Les volcans sont de puissants moteurs chimiques. Ils draguent des matériaux des profondeurs d'une planète et les recrachent à la surface et dans l'atmosphère. Le dégazage volcanique est un processus majeur qui a façonné l'atmosphère de la Terre et de Mars. Se pourrait-il que des éruptions volcaniques massives survenues il y a longtemps sur Mars soient responsables des signatures que nous observons aujourd'hui? C'est une possibilité. Les magmas peuvent contenir des éléments radioactifs dissous, comme l'uranium et le thorium. Une éruption pourrait concentrer ces éléments dans une zone donnée. De même, les gaz volcaniques peuvent contenir du xénon. La composition isotopique de ce xénon dépendrait de la composition du manteau de la planète, là où le magma a pris naissance. Peut-être que le manteau martien était naturellement et anormalement riche en xénon 129 ou en son précurseur, l'iode 129. Si c'est le cas, alors des millions d'années d'activité volcanique auraient pu lentement enrichir l'atmosphère avec cet isotope. Cette explication a l'avantage d'utiliser un processus géologique connu et courant. Mars possède les plus grands volcans du système solaire, comme Olympus Mons. Il est indéniable que le volcanisme a joué un rôle majeur dans son histoire. Cependant, cette hypothèse se heurte également à des problèmes. Tout comme pour les réacteurs naturels, il est difficile d'expliquer pourquoi la signature isotopique du xénon martien correspond si précisément à celle d'une explosion thermonucléaire et non à un processus de dégazage plus aléatoire. De plus, il faudrait expliquer pourquoi les points chauds d'uranium et de thorium sont si localisés et ne sont pas directement corrélés avec les grands édifices volcaniques connus. L'énigme reste donc entière. Le volcanisme offre une porte de sortie, une façon d'expliquer les données sans faire appel à des ET. Mais la serrure est complexe et la clé ne semble pas parfaitement adaptée. La science est un débat constant entre différentes hypothèses. Le volcanisme est un concurrent sérieux dans l'explication du mystère martien. Mais tant qu'il ne pourra pas expliquer toutes les subtilités des données, la porte restera ouverte à des idées plus exotiques. Revenons aux artefacts visuels, comme le visage de Mars. La contre-explication la plus puissante est le concept de pareidolie. C'est un phénomène psychologique fascinant.
Notre cerveau est une machine à reconnaître des motifs. C'est une compétence essentielle à notre survie. Reconnaître un prédateur caché dans les herbes, reconnaître le visage d'un ami dans la foule. Cette capacité est si forte qu'elle déborde parfois. Nous voyons des formes dans les nuages, un homme dans la lune, des visages dans les taches d'encre. Nous sommes programmés pour trouver de l'ordre, même dans le chaos. Le visage de Mars est l'exemple parfait de la pareidolie à l'échelle cosmique. La première image, prise par la sonde Viking en 1976, était de faible résolution. L'angle du Soleil était bas, créant de longues ombres qui accentuaient les traits ressemblant à un visage. Des yeux, un nez, une bouche. C'était une illusion convaincante. Mais une illusion? Notre cerveau a simplement connecté les points, rempli les blancs et a vu ce qu'il voulait voir, un signe d'intelligence. Les images ultérieures, prises par des sondes, comme Mars Global Surveyor ou Mars Reconnaissance Orbité, avec une résolution des dizaines de fois supérieure, ont levé le voile sur l'illusion. Elles ont révélé le visage pour ce qu'il est, une mesa, une colline naturelle, fortement érodée. Vue sous un autre éclairage, ou avec plus de détails, la ressemblance avec un visage s'estompe, voire disparaît complètement. C'est une leçon importante. Nos sens et notre intuition peuvent nous tromper. Ce qui semble évident peut être une illusion. La science exige plus que des impressions. Elle exige des données reproductibles et vérifiables. L'histoire du visage de Mars est une illustration parfaite de la méthode scientifique en action. Une observation intrigante est faite. Une hypothèse extraordinaire est proposée, une structure artificielle. De nouvelles données, de meilleure qualité, sont collectées pour tester l'hypothèse. Et dans ce cas, les nouvelles données ont réfuté l'hypothèse extraordinaire en faveur d'une explication naturelle plus simple. Pour la plupart des scientifiques, le cas du visage de Mars est clos. C'est une butte, pas un monument, une coïncidence, pas une création. Si nous acceptons que le visage est une formation naturelle, nous pouvons alors le recadrer, le regarder non pas comme une preuve, mais comme un symbole. Ce n'est peut-être pas une sculpture faite par des Martiens, mais il nous parle quand même. Il nous parle de la planète elle-même et de nous. Il nous parle des forces qui ont façonné Mars, des millions, voire des milliards d'années de vent transportant de fines particules de sable, un vent qui agit comme un papier de verre cosmique, polissant, sculptant, créant des formes étranges et magnifiques. Le visage est un chef-d'œuvre de l'érosion éolienne. Il nous parle aussi de l'histoire de l'eau sur Mars. La mesa elle-même est probablement le vestige d'un plateau plus vaste qui a été érodé par d'anciennes inondations ou par la lente sublimation de la glace souterraine. C'est un témoin de l'époque où Mars était un monde plus humide et plus dynamique. Mais surtout, le visage nous parle de notre propre désir de trouver de la compagnie dans l'univers. Le fait que cette image ait eu un tel impact culturel qu'elle ait inspiré tant de livres, de films et de rêves en dit long sur notre psyché collective. Nous nous sentons seuls. Nous regardons vers les étoiles et nous cherchons un reflet de nous-mêmes. Et parfois, nous le trouvons dans le jeu des ombres, sur une colline lointaine. Le visage de Mars n'est peut-être pas un message des Martiens, mais c'est un message pour nous.
Il nous rappelle de garder l'esprit ouvert, de continuer à explorer, à poser des questions. Il symbolise le mystère et l'attrait de la planète rouge. Même en étant une formation naturelle, il a joué un rôle crucial en stimulant l'intérêt du public pour l'exploration de Mars. Il nous a poussés à y retourner avec de meilleures caméras, de meilleurs instruments pour voir de plus près. Et c'est peut-être là son véritable héritage, pas en tant que ruine d'une civilisation, mais en tant que catalyseur de notre propre quête de connaissance. C'est un rocher qui nous a fait lever les yeux et rêver. Et il n'y a rien d'illusoire là-dedans. Un aspect important de la théorie est de savoir quand cette catastrophe se serait produite. Le docteur Brandenburg propose une date, environ 200 millions d'années. C'est une date relativement récente à l'échelle géologique. À cette époque, sur Terre, les dinosaures régnaient en maîtres. La vie sur notre planète était déjà complexe et diversifiée. Si la vie sur Mars a suivi une trajectoire similaire, une civilisation aurait eu amplement le temps d'émerger et de se développer. Mais ce calendrier pose aussi des problèmes. La plupart des preuves géologiques suggèrent que Mars a perdu son atmosphère et son eau liquide. Bien avant cela, il y a plus de 3 milliards d'années. Le Mars de l'époque des dinosaures était probablement déjà très similaire au désert froid et sec que nous connaissons aujourd'hui. Pour que la théorie fonctionne, il faudrait que Mars soit resté habitable beaucoup plus longtemps que ne le pense le consensus scientifique. Il faudrait qu'un climat clément avec de l'eau liquide ait persisté jusqu'à une époque géologiquement récente. Il y a quelques indices qui vont dans ce sens. Des observations récentes suggèrent des épisodes de volcanisme et d'activité hydrothermale plus récents que prévu. Mais l'idée d'un océan et d'une atmosphère dense, il y a seulement 200 millions d'années, est très controversée. Si la catastrophe a eu lieu plus tôt, disons il y a 3 milliards d'années, un autre problème se pose. Comment une civilisation aurait-elle pu se développer si tôt dans l'histoire d'une planète? Sur Terre, il a fallu près de 4 milliards d'années pour que l'intelligence émerge. Le timing est donc un véritable casse-tête. Trop tôt, et il n'y a pas assez de temps pour l'évolution. Trop tard, et la planète est déjà morte. L'hypothèse de Brandenburg exige une fenêtre temporelle très spécifique, une histoire de Mars qui est en contradiction avec le modèle standard. C'est l'un des plus grands défis pour sa théorie. Il ne s'agit pas seulement d'expliquer les anomalies chimiques, il s'agit de réécrire l'histoire entière de l'évolution climatique de la planète rouge. C'est une tâche monumentale. La datation de l'événement présumé est donc un point faible, un domaine où la théorie est vulnérable à la critique. Le calendrier cosmique doit être précis et pour l'instant, les chiffres ne semblent pas tout à fait s'aligner. Imaginons qu'un instant que la théorie soit vraie. Quel genre de technologie serait nécessaire pour réaliser une telle destruction? Les armes proposées par le docteur Brandenburg sont des bombes thermonucléaires, des bombes à hydrogène, mais d'une taille et d'une puissance bien au-delà de tout ce que nous avons jamais construit. Il parle d'engins de la classe des Planet Busters, des tueurs de planètes. L'explosion de la Tsar Bomba, la plus puissante bombe jamais testée par l'humanité,
a libéré une énergie d'environ 50 mégatonnes. Les explosions martiennes auraient dû être des milliers, voire des millions de fois plus puissantes pour avoir les effets décrits. Souffler une partie de l'atmosphère et contaminer une planète entière. Cela implique une maîtrise de la physique nucléaire bien supérieure à la nôtre. Cela implique la capacité de construire et de déployer des armes d'une taille colossale. La technologie nécessaire pour une telle arme est vertigineuse. Il faudrait des quantités massives de matériaux fissiles. Il faudrait un mécanisme de déclenchement d'une fiabilité absolue. Et il faudrait un moyen de transporter et de positionner ces engins avec précision. Étaient-ce des missiles balistiques, intercontinentaux martiens, des bombes larguées depuis des vaisseaux en orbite? La théorie suggère une détonation aérienne pour maximiser l'effet de souffle et les retombées, ce qui pointe vers une technologie de déploiement sophistiquée. Qui aurait pu construire de telles armes? Une civilisation martienne indigène qui aurait atteint un niveau technologique bien supérieur au nôtre avant de s'autodétruire? C'est une possibilité. Ou, comme le suggère une variante de la théorie, une civilisation extérieure, une race extraterrestre hostile qui aurait stérilisé Mars pour une raison quelconque, peut-être pour éliminer un concurrent potentiel ou pour s'emparer des ressources de la planète. Cette deuxième option est encore plus effrayante. Elle implique que l'univers n'est pas seulement silencieux, mais qu'il pourrait aussi être dangereux. Qu'il existe des prédateurs cosmiques. Dans tous les cas, l'échelle de la technologie requise est immense. C'est une technologie qui relève du divin ou du démoniaque, le pouvoir de créer ou de détruire des mondes. C'est une pensée qui nous ramène à notre propre petitesse, mais aussi à la responsabilité qui accompagne le progrès technologique. La maîtrise de l'atome est un seuil critique pour toute civilisation. Le franchir avec succès est peut-être le plus grand défi de tous. Allons encore plus loin dans la spéculation. Et si ce n'était pas un accident? Et si ce n'était pas simplement le résultat d'une guerre qui a mal tourné? Et si la signature isotopique que nous observons n'était pas seulement une conséquence, mais un message? C'est une idée audacieuse, presque mystique. Imaginez une civilisation, qu'elle soit martienne ou extérieure, qui aurait délibérément conçu ces explosions pour qu'elles laissent une signature claire et durable. Une signature qui dit « Nous étions là, et voici ce qui s'est passé ». Le choix d'isotopes spécifiques, comme le xénon 129, pourrait ne pas être un hasard. Il pourrait s'agir d'un marqueur, un colorant radioactif conçu pour être facilement détecté par toute future civilisation technologiquement avancée qui viendrait explorer ce système solaire. Pourquoi laisser un tel message? Peut-être comme un avertissement, comme nous l'avons déjà évoqué. Une balise de danger cosmique disant « Attention, la voie de la technologie nucléaire non maîtrisée mène à la destruction. » C'est un phare qui brille, non pas avec de la lumière, mais avec des neutrons et des rayons gamma. Ou peut-être est-ce un acte de vengeance? Une civilisation anéantie qui aurait voulu que ces meurtriers, s'ils revenaient un jour, trouvent une planète empoisonnée et un témoignage de leurs crimes gravé dans les atomes mêmes de l'atmosphère. C'est un cri de colère qui résonne à travers les âges. Ou encore, pourrait-il s'agir de quelque chose de complètement différent? Un acte de terraformation raté?
Un projet d'ingénierie planétaire qui a horriblement mal tourné? Peut-être que les explosions n'étaient pas destinées à détruire, mais à réchauffer la planète ou à modifier son atmosphère avec des conséquences imprévues et catastrophiques. Cette idée transforme les données d'un simple ensemble de mesures physiques en un texte potentiel, un texte écrit dans le langage universel de la physique. Nous serions comme des archéologues déchiffrant des hiéroglyphes, sauf que ces hiéroglyphes sont des rapports isotopiques. Cela donne une profondeur et une intentionnalité au mystère. Nous ne serions plus seulement en train d'étudier un phénomène naturel ou une guerre stupide. Nous serions peut-être en train de recevoir la première et la dernière communication d'une intelligence extraterrestre. Le concept du grand filtre, que nous avons abordé, mérite une réflexion plus profonde dans le contexte martien. Si l'autodestruction nucléaire est un filtre commun, cela pourrait expliquer beaucoup de choses sur la nature de l'univers. Cela signifierait que l'émergence de l'intelligence n'est pas la fin de l'histoire évolutive, mais le début de l'épreuve la plus dangereuse. C'est comme si l'univers testait ses créations. Il leur donne le feu de l'intelligence et le pouvoir de l'atome. Puis, il observe pour voir si elles vont s'en servir pour s'éclairer ou pour s'immoler. La plupart, peut-être, échouent. Dans ce scénario, la galaxie ne serait pas vide. Elle serait remplie des ruines silencieuses de milliards de civilisations qui n'ont pas réussi l'examen. Des planètes comme Mars, stérilisées et radioactives, seraient la norme. Les mondes vivants et technologiques comme la Terre seraient l'exception. Des anomalies fugaces. Nous serions comme des randonneurs dans un immense cimetière où chaque étoile est une pierre tombale. Cette perspective est à la fois sombre et exaltante. Sombre, car elle suggère que le danger qui nous guette est immense et peut-être inévitable. Exaltante, car si nous parvenons à survivre, si nous réussissons à passer ce filtre, cela signifierait que nous sommes rares et précieux. Notre survie à long terme ne serait pas seulement une victoire pour notre espèce, mais une victoire pour la vie intelligente dans cette partie de la galaxie. L'histoire de Mars, si elle est vraie, deviendrait alors notre histoire d'origine la plus importante. Ce ne serait pas l'histoire de notre création, mais l'histoire de notre possible fin. Elle nous fournirait une motivation puissante pour la coopération, le désarmement et la sagesse. Elle nous dirait que les conflits mesquins qui nous divisent sur Terre sont insignifiants face à l'enjeu cosmique. L'enjeu n'est pas de savoir quelle nation dominera le monde, mais de savoir si notre monde va survivre. La poussière rouge de Mars serait un rappel constant que l'univers ne pardonne pas les erreurs, surtout pas celles qui sont commises avec des bombes à hydrogène. Alors que nous nous laissons bercer par ces pensées, n'oublions pas que la quête de la vérité continue. En ce moment même, des robots parcourent la surface de Mars, agissant comme nos yeux, nos mains et nos laboratoires. Des rovers comme Curiosity et, plus récemment, Perseverance sont équipés d'instruments incroyablement sophistiqués. Ils ne cherchent pas directement des ruines de cités. Leur mission est plus subtile. Ils cherchent des traces de vie passée, sous forme de biosignatures microbiennes. Ils analysent la composition des roches avec des lasers. Ils prélèvent des échantillons du sol qui, un jour, seront rapportés sur Terre
pour être étudiées dans nos laboratoires. Ces missions pourraient, sans le vouloir, trouver des preuves qui confirmeraient ou infirmeraient la théorie nucléaire. Par exemple, si Persévérance trouvait une couche de sédiments anormalement riche en isotopes de fission, ou des sphérules de verre semblables à de la trinitite, cela apporterait un poids considérable à l'hypothèse de Brandenburg. À l'inverse, si des décennies d'exploration ne révèlent rien de tel, et que toutes les données continuent de pointer vers des explications naturelles, la théorie s'affaiblira progressivement. Chaque nouvelle donnée est une pièce ajoutée au puzzle. Le rover Perseverance explore actuellement le cratère Jezero, le site d'un ancien delta de rivière. C'est exactement le genre d'endroit où une vie, et peut-être une civilisation, auraient pu prospérer. C'est aussi un endroit où les sédiments ont pu préserver les traces d'une catastrophe atmosphérique, les carottes de roche que Persévérance est en train de forer pourraient contenir des réponses. Lorsque ces échantillons arriveront sur Terre, dans les années 2030, ils seront analysés avec une précision inimaginable. C'est peut-être à ce moment-là que nous saurons. Le débat passera de la spéculation à la certitude. En attendant, nous ne pouvons que regarder, attendre et imaginer. Le travail de ces rovers silencieux à des millions de kilomètres de nous est une extension de notre curiosité. Ils sont les pionniers d'une enquête qui pourrait changer à jamais notre perception de notre place dans l'univers. Et ainsi, notre voyage touche à sa fin. Mais le mystère, lui, demeure. Nous avons exploré les recoins d'une théorie audacieuse, une histoire qui mêle la science des isotopes à la poésie des mondes perdus. Nous avons pesé les preuves, les anomalies du xénon, du thorium, de l'uranium. Nous avons contemplé les ruines possibles de Sidonia. Et nous avons aussi écouté la voix de la raison scientifique qui nous parle de processus naturels, de pareidolie et de la nécessité de la prudence. Quelle est la vérité ? Nous ne le savons pas. Et c'est peut-être là que réside la véritable beauté de cette histoire. Elle nous laisse avec un sentiment d'émerveillement et d'incertitude. Elle ouvre une porte dans notre imagination. Elle nous permet de regarder la planète rouge, ce point familier dans notre ciel nocturne, et d'y voir plus qu'un simple rocher. Nous pouvons y voir le spectre d'un paradis perdu. Nous pouvons y voir le reflet de nos propres peurs et de nos propres espoirs. Que la théorie soit vraie ou fausse n'est peut-être pas le plus important. Ce qui est important, c'est la conversation qu'elle suscite. Une conversation sur la vie, la mort, l'intelligence et la responsabilité. Mars est un miroir. Certains y voient la confirmation de leurs croyances en des complots et des civilisations cachées. D'autres y voient un exemple parfait de la rigueur et de la patience de la méthode scientifique. Et d'autres encore, comme nous ce soir, y trouvent une source de méditation, une berceuse cosmique sur la fragilité de toute chose. Le mystère de Mars n'est pas un problème à résoudre de toute urgence. C'est une histoire à savourer, une histoire qui continuera à se dévoiler lentement au fil des missions et des découvertes. Et même si nous prouvons un jour que tout cela n'était qu'une coïncidence géologique, l'histoire de la civilisation martienne anéantie par le feu nucléaire restera un mythe moderne, un conte de fées scientifique pour nous rappeler de prendre soin de notre propre monde. Le fragile point bleu pâle
que nous appelons notre foyer. Nous voici revenus de notre long voyage. La poussière rouge de Mars se dissipe et nous retrouvons la quiétude de notre chambre. Résumons les moments clés de notre exploration. Nous avons commencé avec une planète morte, Mars, qui porte en elle les cicatrices d'un passé humide et potentiellement vivant. Puis, nous avons découvert les indices troublants qui forment le cœur de la théorie d'une fin nucléaire. Il y a d'abord cette abondance anormale de xénon 129 dans l'atmosphère, un isotope qui, sur Terre, est la signature d'explosion de bombes à hydrogène. Ensuite, nous avons survolé deux immenses régions, Acidalia Planitia et Utopia Planitia, où les cartes révèlent des concentrations inexplicablement élevées de thorium et d'uranium radioactifs, comme les retombées de deux explosions cataclysmiques. Nous avons même donné un nom à ces peuples disparus, les Sidoniens et les Utopiens, dont les villes en ruine pourraient être les étranges formations géologiques que nous observons. Cette théorie, bien que rejetée par la majorité des scientifiques, offre une explication unifiée, bien que terrifiante, à toutes ces anomalies. Elle transforme Mars en un avertissement, une fable cosmique sur le danger de la technologie sans la sagesse. C'est une histoire qui, vraie ou fausse, nous force à réfléchir. Elle nous rappelle que la vie est peut-être une chose rare et précieuse et que la survie d'une civilisation n'est jamais garantie. Merci de m'avoir accompagné dans cette conférence pour s'endormir. J'espère que ce voyage à travers les mystères de Mars vous a apporté la détente et la paix. Si cette histoire a captivé votre imagination, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages. Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec une question à méditer avant de sombrer complètement dans le sommeil. Croyez-vous que Mars ait pu abriter une vie intelligente, ou pensez-vous que ces anomalies ont une explication purement naturelle? Partagez vos pensées dans les commentaires. Douce nuit, et que vos rêves soient remplis d'étoiles